Dans cette vidéo, on va introduire les options d'agrégation permises par le langage SQL. On a vu dans la vidéo précédente comment faire des opérations de base, une restriction, une projection, un tri de résultats, pour faire des requêtes simples. Alors il y a une autre fonction en SQL qui s'appelle les options d'agrégation ou les fonctions d'agrégation qui permettent de faire des opérations un petit peu plus compliquées. Je vais vous présenter le principe. Donc si on veut appliquer une fonction à un attribut, on peut le faire, et ce n'est pas juste une fonction mathématique comme le logarithme ou l'exponentielle, mais ça peut être une fonction qui va faire des opérations sur plusieurs entrées. Par exemple, si vous écrivez select fonction de attribut from table, eh bien ça va vous renvoyer une seule valeur qui va être en fait l'application de la fonction sur les valeurs de l'attribut. Alors je prends un exemple, select max montant dot from dotation, qui va simplement vous renvoyer la valeur du maximum du montant des dotations pour toute la table. Voilà. Donc là, on a fait ce qu'on appelle on a appliqué une fonction de calcul à un attribut, et ça nous renvoie le maximum. Alors on peut aussi avoir la somme, la valeur moyenne de l'attribut, le maximum, le minimum, et aussi count qui va compter le nombre d'entrées. Voilà, si on a besoin de savoir à combien d'entrées on a à faire sans faire d'opérations supplémentaires. Donc ça, ce sont des fonctions de calcul ou des fonctions d'agrégation. Et alors l'opération d'agrégation proprement dite, elle est un petit peu compliquée, mais il faut bien la comprendre. On va rajouter ce qu'on appelle une clause group by, et on va la mettre à la fin, c'est-à-dire après toute la requête en fait. Et donc, on va faire la chose suivante, observez l'exemple, select en, somme montant dotation, from dotation, group by en. Si j'avais pas mis le group by en, j'aurais simplement des années et puis la somme du montant des dotations. Donc j'aurai les différentes années et à chaque fois la même valeur qui est la somme de tous les montants des dotations. Mais comme j'ai rajouté group by en, ce group by va faire comprendre au moteur d'agrégation, au moteur de compilation du SQL, pardon, qu'il faut simplement faire la somme, non pas sur toutes les valeurs, mais uniquement pour des valeurs du montant de dotation correspondant à la même année. C'est le group by en. Et donc voilà ce qu'on obtient comme type de résultat. On obtient année 2011, et là on obtient la somme du montant des dotations, mais pour 2011 seulement. Voilà. Pareil pour 2012, 2013, etc. Donc on a fait une fonction, somme du montant des dotations, et un regroupement, les deux opérations vont ensemble, donc c'est ce qui s'appelle une agrégation de résultats. Agrégation par année, ici 2011, 2012, et on fait la somme pour ce montant-là. Donc voilà un premier exemple avec ce group by qui va en fait indiquer sur quels attributs, quel attribut ici, mais on verra qu'il peut y en avoir plusieurs, on fait le regroupement. Alors je vous propose un petit exercice, vous pouvez y réfléchir, à écrire la requête qui renvoie le nom de chaque commune et le total des dotations touchées par les lycées de cette commune en 2014. Voilà, donc essayez de voir comment adapter la syntaxe au-dessus. Une fois que vous l'avez fait, vous pouvez passer à la suite. La syntaxe d'une agrégation SQL se mettra donc de la manière suivante. Alors là, j'ai mis une syntaxe particulière. En fait, il peut y avoir des petites variations, mais en général, on l'utilise toujours comme ça. Select attribut 1, fonction attribut 2. On peut mettre d'autres attributs aussi si on en veut, mais en général, ça c'est vraiment la base. From table, toujours. Where condition, si jamais il y a besoin de faire une restriction. Et à la fin, group by attribut pour dire comment il faut regrouper le calcul de cette fonction. C'est-à-dire, voilà, quelles valeurs de l'attribut 2 vont nous permettre de faire le regroupement. Je vous propose, pour voir si vous avez compris, de faire ces quelques exercices. Comme la dernière fois, vous pouvez les faire à l'écrit, me demander sur le forum de regarder si c'est bon, et puis on corrigera ça de manière un peu plus commune une fois que j'aurai eu suffisamment de réponses. Voilà, donc je vous laisse chercher ça. Alors, pour complexifier encore un petit peu, il y a, à mon avis, ce qui est le plus difficile à comprendre en SQL, c'est le mot-clé having, voilà, dont il va bien falloir comprendre la signification et la fonction. Le problème,
avec le SQL, c'est qu'on ne peut pas écrire de conditions de restriction utilisant une fonction d'agrégation avec l'instruction where. Ça peut paraître un petit peu compliqué, donc je vous laisse le temps de mettre éventuellement en pause et de comprendre ça. Alors pourquoi? Parce que where apparaît nécessairement après from. Et l'agrégation n'a pas encore été réalisée. L'agrégation, elle est faite avec le group by. C'est le group by qui va le faire. Donc si vous avez envie de limiter les résultats, mais en utilisant quelque chose dans le regroupement, eh bien, vous ne pouvez pas le mettre dans le where, en fait, pour des raisons de syntaxe. Il y a un autre mot qui va permettre de le faire, c'est having. Alors having va jouer un peu le même rôle que where, à part que la condition ici va porter sur l'agrégation, ou sur la fonction d'agrégation. Je vous donne un exemple. Voilà, on va le lire ensemble en SQL. Select ville, average montant dotation, from dotation, group by ville, having average montant dotation supérieur à 300 000. Alors, vous voyez ici que ce having là porte sur average, donc sur la moyenne, autrement dit sur le résultat de l'agrégation. Et donc c'est indispensable de faire appel à cette condition-là avec having et derrière le group by. Si j'avais mis where avec la même chose, j'aurais eu une erreur, ou un résultat non cohérent. Puisque le where ne peut faire appel qu'à des données de base de la table et pas à des fonctions d'agrégation qui sont nécessairement dépendantes du regroupement. Voilà, alors là, qu'est-ce que ça fait concrètement? Eh bien, ça affiche le nom des villes, la moyenne du montant des dotations pour ces villes. On fait un regroupement par ville, donc vous voyez que ça fait la moyenne pour Angers, pour Brin-sur, etc. Puis ça affiche ça, donc d'où le groupe by ville ici. Et en fait, having average montant dotation nous indique que les résultats affichés vont être seulement ceux pour lesquels la valeur moyenne va être supérieure à 300 000. Voilà. Mais comme, encore une fois, la condition porte sur la fonction d'agrégation, on est obligé de la mettre après le group by avec le mot having pour le distinguer de where qui ne fait pas la même chose. Voilà, donc que fait cette requête? Je vous l'ai dit en réponse, vous pouvez l'indiquer. Donc une dernière fois, utiliser where là où having est indispensable, il faut l'éviter parce que ça ne fait pas la même chose, ça n'a pas la même fonction. Et il ne faut pas utiliser having si where suffit, parce que quelquefois, vous pensez que having c'est un mot super important parce que je vous ai dit que c'était compliqué, mais en fait, des fois, le having, il n'a aucun sens. On peut très bien utiliser un regroupement, mais faire une condition avec where. Pour reprendre l'exemple au-dessus, si on a envie de se limiter aux années supérieures à 2015, par exemple, on va mettre where en supérieur à 2015. Il n'y a pas besoin de mettre un having, puisque ça ne porte pas sur une fonction d'agrégation, là. Voilà, donc il faut vraiment faire la distinction entre les deux, et une fois qu'on l'a compris, ça devient naturel. Je vous propose des petits exercices qui utilisent ou n'utilisent pas having, à vous de voir ce qui est le plus judicieux. Alors le dernier est compliqué, mais ça permet de bien comprendre. Alors il y a quelque chose qu'on n'a pas encore vu, ce sont les sous-requêtes. Je vous laisse essayer de trouver ça, mais n'oubliez pas que, en fait, lorsqu'on fait, je remonte un petit peu, lorsqu'on fait une simple fonction, la requête renvoie une valeur. Et donc on peut très bien utiliser cette valeur dans des conditions pour comparer. Voilà, ça va renvoyer une valeur et donc on peut l'utiliser dans une requête. Ça s'appelle faire une sous-requête puisqu'il y aura un deuxième select qui va nous permettre de récupérer une valeur. Voilà le principe. Alors je vous laisse y réfléchir et on corrigera ça plus tard. On va aborder la dernière partie de ce cours dans cette vidéo. Ça consiste à faire des requêtes sur plusieurs tables et à utiliser des sous-requêtes. Donc là, j'en ai parlé un petit peu au-dessus, mais là, on va voir de manière un petit peu plus précise. Ça utilise des mots classiques de l'algèbre ensembliste, donc les unions, les intersections, les différences. Voilà. Donc comment ça marche? En SQL, il y a trois mots-clés réservés, union, intersect et except. Et ces mots-clés-là vont nous permettre de faire des regroupements de requêtes. Donc si vous avez select attribut 1 et d'autres attributs from table 1, union select attribut 1 from table 2, eh bien ça permet en fait de faire un regroupement de résultats de requêtes. Alors évidemment, comme ça donne un résultat qui doit avoir une certaine structure, il faut qu'il y ait la même structure pour les deux tables. C'est-à-dire que ça sélectionne le même nombre d'attributs en particulier.
Ça, c'est vraiment indispensable, sinon vous aurez un message d'erreur disant que les deux requêtes n'ont pas la même structure. Donc ça, je vous le mets évidemment, et cette propriété-là, elle va se conserver pour les deux. Donc union, c'est simplement l'union des deux. Donc si, voilà, si un résultat est dans l'une ou dans l'autre, alors elle est dans le résultat de cette requête-là. L'intersection, qui va permettre de dire que si un résultat est dans l'un et dans l'autre, alors elle sera affichée. Voilà, mais par contre, si elle est seulement dans l'un ou seulement dans l'autre, elle ne va pas être affichée. Donc c'est vraiment pour savoir quelles sont les valeurs communes aux deux requêtes. Et la différence qui va nous permettre de savoir quelles sont les requêtes qui sont dans la première, mais pas dans la deuxième. Ça permet d'exclure certains résultats en écrivant une requête derrière le except. Voilà, donc c'est trois mots-clés qui permettent en fait de faire des compositions de requêtes, mais encore une fois à condition que la structure de la requête soit la même dans les deux cas, sinon on ne peut pas faire d'opérations algébriques dessus. Ça c'est, on va dire, la base. Et maintenant on va voir un raffinement qui est une jointure symétrique lorsqu'on a besoin de faire appel à deux tables qui sont différentes et qu'on a besoin de faire appel à des informations contenues dans ces deux tables qui pourtant ne forment pas une seule table. On va faire ce qu'on appelle une jointure. Alors, pour bien comprendre l'enjeu, je vais vous donner un exemple précis. Alors d'abord, on va reparler un petit peu de la dotation. La dotation, c'est la table qui contient toute la dotation des lycées des Pays de la Loire. Maintenant, imaginons que je suis un chercheur et je cherche à savoir la dotation moyenne reçue par les lycées dans les villes de plus de 100 000 habitants seulement. Ben là, il manque quelque chose. Il manque quelque chose, pourquoi? Puisque dans la table, j'ai aucune indication concernant le nombre d'habitants de la ville dans laquelle est situé le lycée. Voilà, donc il me manque quelque chose, et ça, je peux imaginer que dans une autre table indépendante, qui va s'appeler commune, eh bien, j'aurai une information sur la population des communes des Pays de la Loire. Par contre, je n'aurai pas d'informations sur les dotations. Donc il va falloir que je croise les informations contenues dans chacune de ces deux tables. Et ça va se faire en algèbre relationnelle par une opération qu'on appelle une jointure. Ça va nous permettre de créer une nouvelle table contenant des informations communes, des informations qui sont dans une table et dans l'autre, et de faire des requêtes dessus. Alors je vous donne une première idée qui est pas très utile d'un point de vue opérationnel, mais qui est important pour se représenter les idées, c'est de passer par ce qu'on appelle le produit cartésien de deux tables. La première idée, si on a une première table et une deuxième table, c'est de créer une nouvelle table qui est le produit cartésien des deux tables et qui va contenir absolument toutes les combinaisons possibles des informations de la première table et des informations de la deuxième. Alors, je vous donne un exemple très simple. Voilà une table qui contient 4 entrées, avec une clé primaire. Alors cette table-là, en fait, c'est la table des passagers d'un vol. Bon, en fait, c'est les 4 entrées. C'est donc Agathe the Blues qui a le siège 39A, Polytechnique qui a 12B, etc. Donc ça, en fait, ça contient seulement le nom des passagers et le siège qu'ils occupent. Puis il y a une autre table indépendante, a priori, qui va contenir le numéro du siège et va nous dire si c'est en classe économique ou en classe business, le siège. Voilà, ça c'est dans un avion. Donc voilà, deux tables. Alors, former le produit cartésien de ces deux tables, ça consiste à former la table suivante. Alors, vous avez vu, il y a 4 entrées dans chacune des tables. Le produit cartésien va contenir 4 x 4, autrement dit 16 entrées. Et si vous observez bien ce qu'il y a dedans, eh bien, il y a 4 fois Agathe the Blues, qui occupe toujours son siège à chaque fois, mais pour chaque entrée de la table 1, eh bien, on a une entrée différente de la table 2. Et puis on obtient pareil, pour le deuxième nom de la table 1, pareil, toutes les entrées possibles de la table 2. Voilà, c'est pour ça qu'il y en a 4 x 4. Ça, c'est ce qu'on appelle le produit cartésien des deux tables. Voilà. Alors, en SQL, si on a vraiment envie de le former, on peut le former. Voilà, ça se fait par l'intermédiaire de ça. Donc, table 1 cross-join table 2, ça forme le produit cartésien. Et on peut aussi mettre une virgule si on veut, ça marche pareil, même si cross-join est plus explicite. Donc voilà le produit cartésien. Et alors si vous avez un peu compris ce que j'ai dit, au-dessus vous voyez que normalement tout ça, dans ce contexte, c'est totalement inutile. En effet,
Là, on est en train d'avoir l'information suivante sur cette ligne. Prenons celle-là, par exemple. Agathe the Blues occupe le siège 39A et le siège 12F, c'est un siège en business. Bah oui, mais on s'en fiche. Nous, ce qui nous intéresserait, c'est plutôt de savoir si le siège qu'occupe Agathe the Blues est un siège business ou économique. C'est ça qui est intéressant dans le croisement des deux tables. Donc cette ligne-là, elle n'a pas d'intérêt. Et si on regarde bien, il n'y a que 4 lignes qui ont un intérêt. C'est les lignes pour lesquelles le numéro du siège passager correspond au numéro du siège dans la table des sièges. Voilà. Donc le produit cartésien brut contient trop d'informations. Et faire une jointure au niveau de l'opération, ça consiste à faire un produit cartésien et une restriction qui va nous dire qu'en fait il y a plein d'informations inutiles là-dedans et qu'on va garder seulement ce qui nous intéresse. Donc par ce qu'on appelle une condition de jointure. Donc on pourrait faire comme ça. La première idée c'est de faire ça. Select tout, si on veut tout garder, from passager, siège, qui forme le produit cartésien des deux, et puis ensuite une restriction. Where passager.numSiège égale siège.numSiège. La notation pointée ici signifie simplement numSiège, là ça fait référence au numSiège du passager, et là ça fait référence au numSiège de siège. Voilà, c'est table 1.attribut 1. Et si on fait ça, on obtient finalement la jointure, c'est-à-dire la seule table intéressante ici pour laquelle le numéro du siège du passager correspond au numéro du siège de l'avion. Et là, ça nous permet par exemple de savoir si Agathe the Blues occupe un siège en classe économique ou business. Alors, il y a un piège. C'est que cette syntaxe-là, alors c'est pas qu'il y a un piège. En fait, si vous le faites en SQL, ça va très bien marcher. Il n'y a pas de problème. Mais en fait, pour bien comprendre l'opération et la rendre un peu plus lisible, pour rendre explicite le fait qu'on fait une jointure, on préfère expliciter clairement que ça fait une jointure. Alors, en fait, l'explication qu'on peut donner ici, c'est que, imaginez, là j'ai fait 2 tables avec 4 entrées à chaque fois, et j'obtiens une table à 16 entrées. Mais voilà, s'il y a 1 million d'entrées là-dedans, 1 million d'entrées là-dedans, le produit cartésien, évidemment, on ne pourra pas le former. Alors, je nuance un peu parce que cette syntaxe-là, en fait, maintenant, dans tous les moteurs SQL, elle est totalement optimisée. C'est-à-dire qu'on ne va jamais former le produit cartésien qui contient un nombre énorme et puis après dire « Ah oui, en fait, il n'y en a que 1% qui nous intéresse par la restriction ». C'est déjà optimisé. Donc, en fait, vous pouvez écrire comme ça. Mais pour des raisons de lisibilité, on va apprendre la vraie syntaxe d'une jointure, qui est celle-ci. Alors je vous la donne. Pour faire une jointure entre 2 tables utilisant une condition de jointure, on écrit select les attributs, là j'ai mis tout mais il suffit de préciser, from table 1 join table 2, on, et le mot-clé on est fondamental, puisque c'est en fait derrière ce on qu'on va mettre la condition de jointure, donc ce qui devra être vérifié sur la jointure. Table 1.attribut 1 égale table 2 attribut 2. Par exemple, au-dessus, c'était le numéro du siège dans les 2 tables. Donc voilà comment on fait une jointure entre 2 tables permettant des recoupements d'informations entre 2 tables. Si on a des tables avec des noms compliqués, on peut les renommer avec le mot-clé as qui forme un alias, et ça permet d'être utilisé après dans la suite de la requête. Donc par exemple, table 1 as T1, et donc si vous faites appel à T1 après, vous pouvez remplacer table 1 par T1. Ça peut être pratique, mais ce n'est pas indispensable. En tout cas, dans les épreuves de concours, c'est rarement utile. Je vous propose de vous exercer un petit peu avec 2 tables simples, donc celle dont j'ai parlé tout à l'heure, dotation et commune. Voilà, regardez bien ce qu'il y a dedans et regardez comment on peut afficher toutes les informations de ces 2 tables de façon pertinente en effectuant une jointure. Je vous laisse le faire et éventuellement me proposer la réponse si vous voulez. On corrigera ça plus tard. Juste pour votre culture, mais là c'est totalement hors programme, en fait ce qu'on a fait au-dessus c'est ce qui s'appelle une jointure symétrique, parce que la condition de jointure en fait c'est une condition qui doit être vraie dans table 1 et dans table 2. Mais on peut imaginer en fait des jointures plus complexes pour lesquelles la condition de jointure ne va être valable que dans une table ou dans une autre. Alors voilà, ça c'est des jointures plus complexes qui peuvent servir dans certains cas, mais que je ne vais pas détailler puisque en général, pour les applications simples qu'on fera que vous ferez plutôt dans le cadre des sujets de concours, la jointure symétrique servira seulement, et de toute façon c'est la seule au programme. Voilà pour l'essentiel de ce que je voulais vous dire en SQL.
Alors, j'ai deux choses à vous dire. Alors, j'ai mis quelques exercices à la fin, hein. Donc voilà, j'ai mis maintenant en slash parce que ça permet de... C'est en fait un petit exercice qui permet de récapituler tout ce que j'ai dit au-dessus. Donc vous pouvez faire les 6 requêtes qui sont proposées en dessous et me proposer les réponses de la même manière. Et ensuite, si jamais vous voulez tester, vous entraîner en fait sur des requêtes, eh bien, je peux vous indiquer en fait un logiciel qui permettra de le faire, hein. Donc c'est PHP MySQL. Il y a quand même une petite installation qui n'est pas simple et je ferai sans doute une petite vidéo qui va récapituler l'installation de cette chose-là si jamais vous avez envie de vous entraîner un petit peu sur les bases de données et construire votre première base de données. Bon, il y a un TP dessus, hein, mais si vous avez envie de faire des tests avant, vous pourrez le faire facilement. Voilà pour cette vidéo.